Alors, moi, je suis un peu déçu parce que sur Limoges, parce que je m'attendais à des révélations sur Limoges. Non, excusez-moi, j'ai pas travaillé. Limoges, malheureusement, nous avions même place Maison-Dieu, un portail, passé les déportés juifs et puis les résistants. Il est fermé maintenant, mais il existe toujours. C'est un portail vert qui est à l'angle de la place Maison-Dieu. Alors chaque fois que je passe là, je songe à cette déportation. Une gerbe tous les ans est déposée d'ailleurs. Et des fois d'ailleurs elle est déposée et puis pas enlevée, elle traîne. Vous voyez, on aurait posé des fleurs, mais aussi les enlever, ça aussi c'est la mémoire des gens qui sont passés par ce portail vert que vous pouvez voir voir, place Maison-Dieu. Sinon, déçu, oui, parce qu'en fait, il y a eu des déportés juifs à Limoges, et j'aurais voulu avoir donc plus d'informations, quoi. Alors ce que je sais quand même, une petite information comme ça, par une anecdote, c'est que lorsque les troupes de Guingouin sont rentrées à Limoges, ils ont été vite au bureau des affaires juives, et les gens du bureau des affaires juives ont vite sauté par la fenêtre. Voilà. Ils ont sauté par la fenêtre et donc ils ont échappé pour la plupart au sort qu'il aurait été mérité. Ils en ont attrapé un ou deux, je crois, qu'ils ont exécuté immédiatement. Enfin bon, j'espérais avoir des précisions. Alors, je voulais juste vous dire, vous prier de m'excuser. J'ai pour habitude de ne jamais parler de choses sur lesquelles je n'ai pas travaillé moi-même. Non, mais donc je ne pouvais avoir sur Limoges que des informations de seconde main. Je voudrais aussi savoir comment faire parce qu'en fait c'est un sujet qui m'intéresse et je voulais savoir comment faire pour accéder à ces archives et s'il y en a sur Limoges. Parce que en fait je serais très curieux de savoir exactement le déroulé de ce qui s'est passé. Voilà. Alors une autre question aussi, l'INSEE. Quel est le rôle de l'INSEE? Enfin, vous savez, l'ancêtre de l'INSEE, bien sûr. Il y avait une antenne à Limoges importante, surtout que Limoges c'était une région importante pour le pouvoir vichyste. Et donc, je voulais savoir quel est le rôle de l'INSEE par rapport aux biens juifs et à l'organisation de la spoliation des juifs. Voilà. Très vite, donc, pour chercher, écoutez, il faut absolument chercher toutes les archives qui concernent les cours de justice. La Libération, vous le savez, il y a eu une épuration sauvage, je ne sais pas comment l'appeler, extra-légale, extrajudiciaire, et ça c'est impossible. On ne sait même pas combien elle a fait de morts, parce qu'il y a eu des exécutions au coin d'un bois, y compris d'ailleurs de policiers résistants, parce qu'un policier résistant, il ne portait pas un badge, je suis résistant, je suis des Juifs, et il fallait qu'il donne l'apparence et des gages vis-à-vis des Allemands, et les gens, le double jeu, ils ne comprennent pas. Et donc il faut chercher, il y a une cour de justice à Limoges. Alors je ne sais pas si elle a jugé des gens pour ces affaires juives, mais ce que je peux vous dire d'une manière générale, c'est que tous ces problèmes qui pour nous sont devenus essentiels, on est au centre de toute la problématique, elle est extrêmement secondaire à la libération. La résistance s'est peu intéressée aux Juifs. Je suis content de savoir que Guingouin a fait une incursion dans ce service. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'épuration de la police, la Sûreté nationale et puis la préfecture de police. Une épuration qui était très dure, 4000 policiers de la préfecture de police. Mais on s'intéresse essentiellement au service anticommuniste. Qui a arrêté des résistants, qui a arrêté des FTP, qui a arrêté des communistes. Et les Juifs, on s'y intéresse pas. C'est tellement vrai que ça paraît incroyable. Vous connaissez tous ce qu'est le titre de juste parmi les nations qu'attribue Yad Vashem aux gens qui ont sauvé au moins un Juif. Il y a 70, récemment, j'ai pas regardé hier, mais policiers, gendarmes qui sont considérés comme justes. Il y en a beaucoup plus, bien sûr. Et en France, il y a assez peu de justes, quelques 2-3 000, alors qu'il y en a 20 000 en Pologne, parce qu'on ne s'est pas tellement intéressé à ça. C'est un problème
J'ai tellement de témoignages de juifs, par exemple, hein, qui reconnaît quelqu'un qui a tenté de l'arrêter et tout. Il prévient le gardien de la paix qui était à la sortie d'un cinéma, il l'emmène au commissariat et le commissaire leur demande leur nom, leur témoignage et tout, et lui il s'appelait Ziegelman et le commissaire dit « T'es juif, Ziegelman ?»« Oh, il nous avait assez cassé les pieds comme ça, partez. » Les juifs de Nancy, je vous ai dit, bon, une majorité a été sauvée. Malheureusement, les Allemands reviendront et puis arrêteront pratiquement la totalité de la communauté juive en 1944. Mais ce sont les Allemands, cette fois-ci, qui opèrent. Eh bien, les policiers justes de Nancy ne se sont jamais vantés de ce qu'ils avaient fait. Vous vous rendez compte? J'ai sauvé des Juifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a désobéi aux ordres, aux consignes, il a trahi ses chefs et ses camarades. Ceux qui l'ont dit sont d'eux. Ils ont eu des carrières minables. Ils n'ont jamais eu de promotion parce qu'on s'en méfiait. C'était des gens qui n'étaient pas sûrs. Jamais oublier ça. Hein. C'était quelque chose de secondaire dans la commission d'épuration de la préfecture de police, donc qui reçoit 4000 policiers. Les affaires juives sont complètement secondaires et des gens qui sont... Mais, jusque-là dans la responsabilité, hein, notamment je pense au directeur de la police générale qui s'appelait Jean, c'était son prénom, François son nom, c'est quelqu'un qui est à l'origine de tas de choses épouvantables. Hein. C'est lui qui doit remplir les convois. Ben, s'il n'y a pas assez de convois d'étrangers pour mettre dans les convois, ben, il va y mettre des Français et tout. Puis il explique, hein, comme un comptable, il n'y a pas assez de stock hein, par rapport au flux et tout. C'est quelqu'un qui ne subit une toute petite rétrogradation, puis finalement qui a été lavé de cette rétrogradation. C'est un problème, pour nous il est central, hein, et les gens à l'époque, en 1945, c'est secondaire. Souvenez-vous de Simone Veil, hein. Simone Veil qui va se faire soigner les dents dans un dispensaire réservé aux déportés et qui se retrouve avec d'autres déportés qui attendent, hein, comme elle, dans la salle d'attente, et puis ils discutent tous, c'était dans quel maquis, quel réseau, et puis quand ça arrive sur elle, elle dit « moi je suis juive ». Et là ils se moquent d'elle, ils sont extrêmement méprisants. Les juifs, vous êtes laissés déporter comme des moutons, vous n'avez jamais combattu ni rien. Et pour elle, c'est le contraire. Ils sont les victimes innocentes, les plus innocentes qui soient. Justement, ils n'ont rien fait. Leur seule faute est d'avoir des grands-parents juifs. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que c'est vieux maintenant, ça a 40 ans, au moment du procès Barbie, eh bien, elle avait écrit une pleine page dans Libération. Simone Veil, on sentait qu'elle en avait jusque-là, et elle n'appréciait pas qu'au procès Barbie, on accuse Barbie de barbarie, de torture et tout à l'égard de résistants. Et son raisonnement, qui était très mal pris, c'était des résistants, ils faisaient sauter des trains, ils tuaient des Allemands, ils prenaient leurs responsabilités. Mais nous étions des victimes parfaites, et nous, on ne nous a pas écoutés, donc c'est notre procès cette fois-ci. Merci pour votre intervention. Là-haut. Ah oui, pardon. Voilà, ma question porte sur, vous l'avez très bien dit, des policiers, des gendarmes ont détourné le regard, ont tourné la tête, ont fermé les yeux. Et j'aurais aimé savoir clairement si au travers de vos recherches, vous aviez des exemples concrets. Est-ce qu'il y a des traces, des travaux qui réunissent justement des exemples de ces policiers qui, même s'ils ont exécuté les ordres, parce que c'était la loi et que même, voilà, elle était légale, mais comme aussi légale soit-elle, elle n'est pas toujours forcément légitime, ces personnes, ces êtres humains, qui, vous l'avez dit, avaient des familles, étaient des gens comme vous et nous, et bien, on profitait des ordres qu'ils connaissaient, qui avaient lieu le lendemain, pour aller faire prévenir des familles. Donc, est-ce qu'il y a des traces, des sources dont on pourrait aujourd'hui se servir pour transmettre justement cette histoire qui, selon moi, est importante, est-ce qu'on peut parler, je pose sous forme de question, de résistance passive voilà. Oui, civique, résistance, vous avez parfaitement raison. Hein. D'ailleurs, le seul, c'était pas un historien, Jean-Marie Muller, qui a écrit sur les policiers de Nancy, et quelqu'un qui militait, enfin il milite peut-être encore, je ne le connais pas, mais il doit être âgé maintenant,
sur ce problème de la résistance non violente, civique, etc. Alors, deux anecdotes, ça va être un tout petit peu plus long, mais je crois que ça vous permettra de toucher du doigt. Les témoins dont je vous parle, qui s'appelaient Ida Grinspan, qui s'appelait Sarah Montard, Jacques Altman, avec qui je travaillais au CDJC, ont tous eu, quand ils m'écoutaient, et ils disaient « ouais, c'est vrai ». Je me souviens d'Ida qui disait il y a un policier qui est monté à Belleville, je ne sais pas si vous connaissez Paris, mais c'est pas un cadeau, à bicyclette, un gros qui est arrivé au mois de juillet, tout rouge, transpirant, pour dire à mon père, il faut absolument que vous disparaissiez. D'ailleurs, son père s'est caché, mais comme on ne savait pas qu'on allait arrêter les femmes, sa mère a été arrêtée. Et elle me disait, qu'est-ce que j'aimerais que vous le retrouviez. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous me dites ça, faut se tutoyer, pourquoi tu me dis ça maintenant, Ida? C'est trop tard, pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Et sa réponse était forte, elle m'a dit, on ne pouvait pas dire ce genre de choses. La police avait tellement une image noire que le seul fait de dire qu'elle devait la vie à un policier, elle dit, j'ai pas eu le courage de le dire. Maintenant, je regrette. Deuxième exemple, il sera un peu plus long. J'ai eu la chance pour vous montrer comment les archives ne nous permettent pas d'arriver à ça. J'ai eu la chance donc de rencontrer un témoin que j'ai fait figurer dans plusieurs documentaires et autres, qui était assez extraordinaire sur le plan humain. Donc vous imaginez la scène, jeune policier de 21 ans, 22 ans en 1943, fils d'un ancien combattant de la guerre 14 mutilé, instituteur, directeur de colonie de vacances, avec son fils et tout, mais qui ne veut pas que son fils parte au STO, service du travail obligatoire, aller travailler en Allemagne, et il lui dit, il n'y a qu'une solution, c'est que tu rentres dans une administration qui t'en dispense. Il le fait rentrer, enfin il passe le concours et qu'il réussit, et il entre à la préfecture de police, et puis dans les bureaux, et puis quelques semaines plus tard, ça ne suffit pas, il faut être dans les services actifs. Et donc il passe un deuxième concours, il devient inspecteur, il est nommé au service de Permilleux, le commissaire dont je vous ai parlé, qui dirige une section des affaires juives. Il va le voir, et ça, il n'a pas dévié, je l'ai entendu 20 fois, 30 fois. Il est plutôt fier parce que Permilleux dirige officiellement la police financière, vous savez, le PMU, la loterie nationale, tout ça, donc il est content. Et Permilleux le reçoit en lui disant, malheureusement, je dirige aussi un service répressif racial. Et ce malheureux Jacques Beja, il s'appelle, va se retrouver dans ces 50 policiers qui sont chargés d'aller vérifier les dénonciations qui parviennent toutes les semaines sur le bureau de l'inspecteur principal adjoint qui s'appelle Collin, qui est un résistant, mais il fait lui aussi ce qu'il peut. Et puis, malheureux Beja, d'abord il est jeune, il connaît rien, on le met en équipe avec un autre policier, ignoble, qui écoute avec un stéthoscope à la porte des gens quand on sonne, qui sait ouvrir avec des fausses clés les serrures et cherche les gens, il est de plus en plus, il me dit, je me sentais sale, c'était insupportable. Et puis, un jour, il est dans une mission comme ça, et la personne, il est avec un bouffeur de juifs, vraiment un ignoble. Et la personne qu'ils doivent arrêter, c'est un ancien combattant mutilé de la guerre 14, et qui est en train de faire sa toilette, donc il voit bien qu'il n'a plus de jambes, tout ça. Et il dit à son collègue, plus âgé que lui, beaucoup plus, non, monsieur Laville, on ne peut pas l'arrêter, c'est un mutilé, c'est un ancien combattant comme mon père et tout. L'autre lui dit, ferme ta gueule, petit haut et tout, et il dit, toi, lui ou pas, en route. Il l'emmène à la préfecture de police, il monte au escalier F, deuxième étage. Et là, le mangeur de juifs, une espèce d'analphabète qui passe son temps à bambocher avec les Allemands, parce qu'il y a cet aspect dont on ne parle pas, c'est pas un amateur de paperasse. Il lui dit, Beja remplit le procès-verbal de mise à disposition. Et là, malheureux gamin de 22 ans, il dit, non, monsieur Laville, je vous ai dit que je ne voulais pas. Et l'autre lui dit, tu veux pas? Et il le gifle devant tout le service, et il se tourne vers le juif, il dit, toi, Lioupin, c'est ton jour de chance, casse-toi, mais je te retrouverai. À partir de ce moment-là, Jacques Beja
prend confiance en lui. Et surtout, la scène a été vue par l'inspecteur principal adjoint Colin, et désormais, il lui confie la tâche d'aller rue des Saussets au service Kadji, qui s'occupe des Juifs et du service allemand, et qui est dirigé par un type qui s'appelle Schmidt, c'est vraiment son nom pour une fois, et qui lui donne les listes et tout. Et Colin lui dit, tiens, désormais, tu vas faire équipe avec un gardien de la paix qui vient de devenir inspecteur. C'est une promotion, on quitte la livrée, l'uniforme, etc. Bon, il s'appelle Jacques Redon, et c'est un type qui a 40 ans, 5 enfants et tout. Alors, Beugin est un peu impressionné. Et donc, il prévient son Redon que le lendemain, le rendez-vous est à telle station de métro pour aller arrêter, vérifier quelqu'un et tout. Et lui, il fonce à l'adresse. Pour la première fois, il l'a. Et c'est une dame qui s'appelait Kreski. Et il va frapper, elle n'est pas là. Comment je fais pour prévenir ? À l'époque, il n'y a pas de digicode, mais il y a des concierges. Donc, il se dit, faut que j'aille voir la concierge et que je vois comment je peux m'en tirer. Et il me dit, finalement, la tactique que je choisis, c'est d'attaquer dur. Alors, il descend voir la concierge et il dit, c'est ici qu'habite la Youpine Kreski, tout ça. Et la concierge lui répond, vous voulez parler de mademoiselle Kreski et tout. Tout petit indice, mais il se dit, tant pis, je tente le coup. Et il lui dit, écoutez, demain matin à l'aube, on va venir l'arrêter. Je serai avec un collègue, vous ne m'avez jamais vu, mais vous prévenez mademoiselle Kreski qu'elle doit absolument disparaître, on ne doit pas la trouver. Lendemain matin, rendez-vous avec Redon. Comme il me dit, il arrive en manteau avec des gants et tout, élégant, cheveux blancs et tout, et ils vont opérer leur affaire. Ils ne trouvent pas la demoiselle Kreski, et donc ils redescendent et ils s'en vont. Et puis Beugin, où ils font 50 mètres, puis il dit, j'ai oublié de dire à la concierge pour les scellés, parce qu'on posait un scellé sur la porte des gens pour qu'ils ne puissent pas revenir à leur appartement. Et donc il va voir la concierge, et la concierge lui dit, tout va bien, j'ai prévenu mademoiselle Kreski, elle vous remercie, elle est chez des amis, hors d'atteinte, j'ai pas son adresse, vous ne l'aurez pas non plus, etc. Puis il est content, et puis il est sur le point de partir, puis là, elle le retient. Elle dit, mais pourquoi vous m'avez dit de me méfier de votre collègue ? Parce qu'hier, à un quart d'heure près, vous vous seriez croisés, il est venu faire la même chose que vous. Alors, quand Jacques Beugin me raconte ça, n'y voyait bien sûr aucune homophobie, mais il me dit, je retourne voir Redon sur le trottoir, puis je lui dis, dis-donc, il le chambre, quoi. Il dit, monsieur Redon, j'ai l'impression que vous connaissiez les lieux, etc. Puis l'autre dit, arrête, petit, qu'est-ce que tu racontes et tout. Puis il lui lâche le morceau en disant, écoutez, voilà ce que vient de me dire la concierge. Et l'autre, Redon, le prend dans ses bras, l'embrasse, il dit, on nous a pris pour des pédés. Pas d'homophobie, c'était comme ça qu'on était. Et à partir de là, l'équipe Redon-Beugin n'arrête plus personne. Plus personne. Le problème, c'est que ça devient visible, quand vous avez des gens arrêtés puis que vous ne les trouvez jamais, que vous remplissez un bulletin de vaine recherche, etc. Alors ils vont avoir une idée, et c'est la réponse la plus profonde que je puisse faire à votre question, et ça, s'ils ne me l'avaient pas raconté, je ne l'aurais jamais trouvé dans les archives. Leur idée, ça va être de dénoncer de faux juifs qui n'existent pas. Alors ils vont vérifier avant qu'il n'y ait pas d'ambiguïté à l'adresse, dans la montée d'escalier et tout. Ils envoient des lettres anonymes aux Allemands, et évidemment, ils voient revenir par les Allemands les enquêtes à faire sur ces gens qu'ils ont dénoncés, qui sont des gens qui n'existent pas. Et ils ne prennent jamais, bien sûr, ces feuilles-là. Et donc, petit à petit, ça rééquilibre, c'est-à-dire que d'autres équipes accumulent des fiascos. Impossible de trouver ça dans les archives, bien sûr. En plus, ils s'en sont jamais vantés, ni rien. Et c'est pour vous montrer la complexité, mais vous avez raison, c'est quelque chose qui mériterait largement d'être mis en lumière. Mais on est entre nous, l'ambiance, elle est extrêmement défavorable en ce moment. Les flics, c'est l'ennemi. Les flics, c'est une force d'occupation. Des flics
Mélenchon, c'est des tueurs, hein, les crimes policiers et tout. C'est drôlement difficile, hein. Vous êtes d'une gentillesse inouïe et d'une amabilité considérable, parce qu'il y a des fois, les gens m'apostrophent parce que je suis une espèce de collaborateur ou de, je sais pas, d'intellectuel organique, hein. Non, les policiers à l'époque ils sont 100 000, aujourd'hui ils sont 140 000. Il y a de tout, comme chez les profs, les bouchers, les pharmaciens, hein, bien sûr. Il y a le pire et le meilleur. Est-ce que j'ai répondu à votre question? J'aimerais savoir, monsieur, s'il y a eu beaucoup d'arrestations dans la rue des Rosiers, à Paris, dans le Marais. Alors, autre anecdote, hein. Dans le Marais, bien sûr, c'est le quartier juif par excellence, hein. C'est quasiment un châtel, hein, comme disent les juifs, et donc il y a énormément de juifs, et un des policiers qui passe à l'épuration, c'est important le détail, c'est un ancien gendarme, hein, et il est poursuivi par la commission d'épuration, c'est rarissime, hein, pour avoir arrêté des juifs. Il en a arrêté, je me souviens plus, hein, sincèrement, mais quelques dizaines. Hein. Et il se défend en disant, et vous vous rendez compte, si j'avais fait mon métier avec zèle, c'est le zèle que cherche à condamner les tribunaux et la commission d'épuration, j'en aurais arrêté une dizaine par jour, et j'en arrête une soixantaine sur 4 ans. Donc ça veut dire même pas un par mois, ou un par mois. Alors les gens de la commission d'épuration sont un peu quand même ébranlés, et ils disent, oui, mais il y a des gens qui n'en ont pas arrêté. Et il a cette réponse terrible. Alors là, les archives nous servent. Hein. Il répond, oui, mais moi, je n'acceptais pas d'argent. Je vois que des gens commencent à s'en aller, on va peut-être s'arrêter. Bien. Un petit mot sur l'UJ, peut-être. Sinon, on ne s'arrêterait pas. Mais, Ah non, j'ai pas de train, non. non, mais toutes les bonnes choses ont une fin, vous savez bien. Ah, une dernière, alors, Ouais, dernière question. un petit mot sur l'UGIF, peut-être. Non. Bon. C'est très compliqué. Hein. Oui, L'UGIF, donc c'est l'Union Générale des Israélites de France, c'est une association que les Allemands ont voulu voir créer parce qu'évidemment c'est un formidable lieu pour eux pour récupérer des fiches, etc. Et les dernières rafles, hein, moi chaque fois que je lis ça, je suis... Vous savez, des fois on sort des archives un peu secouées. Hein. C'est Brunner, hein, toujours, ce merveilleux Brunner, qui va arrêter les orphelinats, car l'UGIF a dû gérer les enfants dont les parents avaient été arrêtés, hein, et dont on ne savait trop que faire, et ils font la tournée des orphelinats, et l'UGIF donc se révèle un piège, hein, si vous voulez. Alors, les gens de l'UGIF ont été extrêmement mal perçus. Hein. Après la guerre, Reichsfuss, toujours pour lui, il écrit un livre sur l'UGIF et il dit « Des Juifs dans la collaboration ». Facile, hein. Moi, il y a des gens qui ont connu Reichsfuss, hein, ils m'ont raconté, il se promenait avec son étoile, il était apprenti bijoutier, il dit toujours la résistance n'a jamais attaqué les convois de déportation juifs et tout. Lui non plus, à ma connaissance. Il ne s'est même pas engagé dans la résistance. C'est toujours facile, hein, de dire il fallait Donc l'UGIF est un problème extrêmement... c'était fait sur le modèle, vous savez, de ce que les Allemands avaient imposé en Pologne et dans les villes polonaises, les Judenrat, hein, qui était cette espèce de conseil des Juifs et qui, en fait, ne les a pas vraiment protégés, mais a servi finalement aux Allemands à savoir qui étaient, parce qu'ils tenaient évidemment des fichiers. Hein. Bien, merci pour... Merci. Merci à vous. Hein.